الله. فقبل أن نبدأ المحاضرة بحكم أنني كنت تكلفت بالتنسيق مع الوزراء، فباسم كل من وزير الصحة الأستاذ الدكتور المردي وكل من السيد وزير التعليم العالي الأستاذ الداودي أقدم اعتذارهم عن الحضور لظروف خاصة، وهم يتمنون لكم النجاح في منتداكم وينتظرون بفارغ الصبر توصيات هذا الملتقى بما في هذا الستاتستيك اللي تعطاو، فهما ينتظرون بفارغ الصبر هذه التوصيات. هناك سيلتحق بنا ممثل وزير الصحة السيد عمراوي لظرف طارئ، ومعنا كذلك ممثل وزير التعليم العالي السيد ابراهيم الذي هو يتكلف بملف قطاع الصحة شق التعليم الجامعي. نفتتح la séance. Les études médicales sont parmi les études les plus longues au Maroc, prodiguées exclusivement par de nouvelles facultés par 5 facultés, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et prochainement Inch'Allah, Angers et Agadir. L'objectif est de former un médecin marocain qui répond en premier aux priorités nationales de la santé, mais aussi et en même temps de développer une médecine de pointe se basant sur les nouvelles technologies. Le développement de la santé au Maroc passera obligatoirement par une bonne formation de l'étudiant en médecine. Dans ce contexte actuel, et pour atteindre ces objectifs, une réforme globale du système d'enseignement supérieur médical s'avère obligatoire. Donc, je donne la parole au professeur Brahiwi pour son intervention. Et après, Inch'Allah, on va ouvrir la discussion et on va essayer que les 5 facultés de médecine, parce que on a tous les étudiants des différentes facultés, on va essayer de donner 3 ou 4 par faculté de médecine, questions ouvertes concernant la formation médicale. Je vous remercie. Je dois tout de suite préciser que je n'ai pas été mandaté pour faire une conférence. Je suis là pour représenter M. le ministre et pour faire une intervention concernant le cadrage des discussions qui vont avoir lieu concernant la réforme médicale. J'ai commencé donc par, disons, tracer un peu l'historique de cette réforme. Et j'ai insisté sur le fait que c'est un projet qui remonte au début de cette décennie, 2003, pour préciser. Et ça veut dire que tout simplement, c'est un défi qui était là et qu'il fallait relever, mais malheureusement, les circonstances ont fait que les choses ont freiné. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà une assise qui est là, qui est due au fait que ces 4 commissions se sont constituées, commissions régionales, et donc il faut rendre hommage, et M. le ministre m'a chargé de rendre hommage justement à tous les participants à ces commissions régionales, de Rabat, je répète, de Casablanca, de Marrakech et de Fès. Elle va prendre le train en marche et donc on attendra beaucoup de ces prestations. Donc il y a déjà une assise qui est là, il y a déjà un travail de fait qui a été synthétisé au niveau de la Commission nationale et un rapport de synthèse a été publié en 2006. C'est dire tout simplement qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Moi je pense qu'il faut capitaliser sur ce travail et essayer évidemment d'arriver, parce que depuis 2006 à 2013, il y a eu donc beaucoup de choses qui se sont passées. Il
y a eu certainement des mutations qui se sont opérées avec le temps, et donc il faut actualiser les données. Et selon les recommandations de M. le ministre, il faudrait peut-être redynamiser cette commission nationale pour que vraiment on arrive à la fin de cette année à sortir quelque chose de bien structuré et pour essayer donc d'aller de l'avant dans le sens de la réforme des études médicales. Car en fait, le problème qui se pose, c'est tout simplement préciser quel est le profil du médecin qu'on veut. C'est ça le point nodal de toute cette discussion. Et donc, j'avais insisté sur le fait que l'enseignement de la médecine ne répondait plus aux besoins du pays, que le profil du médecin ne répondait plus finalement aux besoins du système de santé, que certaines initiatives ont été prises, notamment l'initiative gouvernementale de formation de 3300 médecins à l'horizon 2020, se heurtent à des difficultés effectivement organisationnelles, et il aurait, à mon sens, été plus rationnel de mener de façon parallèle l'initiative et la réforme, car si la réforme était achevée, si elle avait été réalisée en temps opportun, eh bien, le problème des terrains de stage tels qu'ils existent maintenant ne se serait pas posé du tout, parce que à ce moment-là, on aurait comme axe les objectifs sur la formation d'un généraliste qui est un généraliste qui est un médecin communautaire, un médecin de famille, qui va représenter, comme dans certains pays, une tranche importante du nombre de médecins, c'est-à-dire qu'il faut arriver pour instaurer une médecine de première ligne de qualité, il faut arriver à hauteur de 40% de médecins généralistes pour que les choses se fassent correctement. Donc cette initiative, malheureusement, n'a pas pu être... Elle a été réalisée, mais vraiment avec des difficultés importantes. Donc ça aurait permis de dégorger les CHU en institutionnalisant les stages au niveau des hôpitaux régionaux, au niveau des établissements de soins de santé de base, ainsi qu'au niveau des cabinets privés accrédités. Il faut dire aussi qu'il faut, pour parler de réforme des études médicales, s'inscrire dans un contexte où il y a beaucoup de changements qui se sont opérés. Un contexte où certains concepts en matière de santé sont actuellement revus. Il y a donc le fait que le contexte international est en perpétuelle mouvance, il y a même le fait que la médecine actuellement est en train de connaître des mutations de taille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions scientifiques, beaucoup de progrès technologiques. La médecine curative a connu d'énormes progrès au point que les activités sont en train de se tourner vers les prises en charge en hôpital de jour, voire même la prise en charge à domicile. Et on est en train de revoir un peu à la baisse le volume des formations hospitalières universitaires. C'est pour vous dire que tout simplement il y a un virage qui s'opère dans le sens d'une prise en charge pratiquement à la carte en fonction du cas et le plus proche possible de l'entourage familial du malade. La médecine hospitalière donc est en train de se décharger de tout un éventail de pathologies au profit du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire le rôle que doit jouer le CHU, qui doit être un centre de référence, qui doit être réservé absolument aux pathologies très pointues. Sur un autre registre, il faut souligner que la santé est devenue un lourd fardeau.
pour les gouvernants en général. Et même dans les pays de l'OCDE, on a commencé à accuser des difficultés parce que la médecine actuellement est devenue très onéreuse. Et donc, le coût de la santé se pose. Et donc, sous l'effet, bien sûr, le coût de la santé est en train d'être de plus en plus lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a une surconsommation en médicaments. Parce qu'il y a une transition épidémiologique et démographique qui en fait que la population vieillit. Au Maroc, actuellement, 8 à 9% de la population est représentée par une population qui est au-delà de 65 ans. Et donc, en l'an 2020, nous serons 12% de vieillards. Et qui dit vieillesse, dit maladie chronique, dit polypathologie. Chez un même malade, chez les vieillards, et bien chez le même malade, on peut trouver plusieurs pathologies superposées. Donc, il y a une surconsommation en médicaments. Et au point que la part du PIB ne permet plus aux États d'amortir les coûts de la santé. Si bien qu'au nom de la maîtrise des coûts, ils se sont vus dans l'obligation d'élargir les horizons de la médecine préventive. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un virage qui est en train de s'opérer. On est en train de passer de la médecine curative vers une médecine préventive. Parce qu'il faut maîtriser les coûts. Lorsqu'on opère une prévention, lorsque la prévention est assurée de façon correcte, eh bien, le coût de la santé devient supportable et abordable parce que la médecine curative est une médecine très, très, très onéreuse. Dans cette optique, d'ailleurs, l'approche est d'ordre social, économique, culturel et environnemental. Et de ce fait, le devenir de la collectivité est suivi à travers des paramètres fiables permettant de réagir en temps réel au processus transitionnel en prenant en compte les facteurs de risque. C'est-à-dire que la tendance actuelle est de s'inscrire et de prévenir et d'aller au-devant des risques, c'est-à-dire s'installer avant l'éclosion de la maladie pour en minimiser la symptomatologie, en minimiser les coûts et donc sur le plan de la rentabilité, sur le plan de l'économie de la santé, eh bien, les résultats sont meilleurs. Le système de santé, à travers donc cette médecine qui a tendance à devenir beaucoup plus une médecine préventive, agit selon 3 mécanismes. Selon la protection de la santé telle que le système de prévention classique, c'est-à-dire les vaccinations, les dépistages, etc. Ça peut être aussi la promotion de la santé, qui est un processus qui a pour objectif d'agir sur les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé sont l'environnement, sont le système de santé lui-même, les addictions, les habitudes alimentaires, etc. Tout ceci, donc, quand on agit sur les déterminants de la santé, on arrive à prévenir beaucoup de pathologies. C'est-à-dire, maintenant, un diabétique qui est pris en charge en phase de prédiabète coûte 10 fois moins cher qu'un diabétique traité lorsque le diabète est déclaré. Vous voyez la nuance en matière de coût de la santé lorsqu'on s'y prend à temps, et donc c'est la tendance actuelle. L'éducation thérapeutique est a pour objectif de permettre au malade de comprendre sa maladie, afin d'éviter la survenue des complications. Et quand on évite les complications, on agit dans le sens de la maîtrise des coûts de la santé. En définitive, la médecine préventive dépasse le concept de soins pour s'adresser au concept de santé. Il se décline en termes collectifs. C'est une médecine
qui vise la collectivité. On n'est plus au niveau du couple médecin-malade. On dépasse le couple médecin-malade et on se met au niveau de la collectivité. De ce fait, alors, c'est en fonction de ces données, de ces tendances, de ce changement de concept, que le médecin doit exercer sa mission avec une double casquette. Sa double composante, c'est-à-dire que le médecin généraliste tel qu'on le voudrait, devrait être au service du malade, mais aussi au service de la collectivité. Il doit agir donc sur deux axes. Le médecin n'est plus enfermé dans son rôle de soignant seulement, comme par le passé. La médecine curative a laissé place à une tendance lourde qui est la médecine préventive. Il est certes en contact étroit avec son malade, c'est sûr, son patient, en gérant son dossier, en coordonnant son parcours, mais il doit concourir aussi à l'application de la politique de santé publique. Donc le médecin devient acteur du système de santé publique. Le médecin est de ce fait investi d'une multitude de tâches, aussi importantes les unes que les autres. Le médecin est clinicien. Le médecin est thérapeute. Le médecin, il est conseiller. Il donne des conseils. Il est ordonnateur, puisqu'il prescrit. Il est enseignant. Le médecin généraliste deviendra enseignant. Pourquoi? Parce qu'il va devenir maître de stage. Lorsque le stage se passera au niveau du cabinet privé, eh bien certains médecins généralistes du privé deviendront des maîtres de stage et donc des véritables enseignants. Il doit également être un bon communicateur, le médecin. On demande au médecin généraliste d'être un très bon communicateur en pratiquant la promotion de la santé et l'éducation thérapeutique. On le charge même de participer à l'équilibre financier des organismes de prévoyance sociale. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va lui demander d'observer les règles de bonne pratique quand il prend en charge son malade et de respecter les protocoles thérapeutiques. Et donc, il intervient en matière d'économie de la santé. Et on peut même lui demander de donner son avis sur ces protocoles thérapeutiques. Parce que le protocole thérapeutique, normalement, est élaboré au niveau de la conception, c'est-à-dire au niveau des CHU. Et puis, ce protocole thérapeutique descend la filière et il arrive au niveau de la médecine de première ligne. Le médecin généraliste aura à tester le traitement et à donner son avis sur ce traitement. On lui demande donc beaucoup de choses. C'est dire tout simplement que le médecin généraliste est appelé à devenir un acteur public de premier rang, aussi bien qu'il soit public ou privé. Le médecin privé agira comme un acteur public parce qu'il appliquera les programmes de santé publique, parce qu'il fera de la promotion de la santé, parce qu'il fera de l'éducation thérapeutique, et donc il va agir comme un acteur de santé publique. Il est donc impératif de prendre en compte toutes ces données afin d'opérer au mieux les changements requis. La réforme des études médicales doit tenir compte de toutes ces composantes. Et il faudra donc remettre le médecin, c'est la meilleure façon d'extraire le médecin généraliste de l'état d'exclusion dans lequel il se trouve maintenant. Le médecin généraliste souffre beaucoup. Il est pratiquement entre quatre murs, il est en rapport uniquement avec son malade quand il l'a, et pratiquement il n'a absolument aucune action à l'échelle de la santé publique. Donc il faut rétablir le médecin de santé publique, le médecin généraliste, et il faut le sortir de cet isolement dans lequel il se trouve. Il doit être donc investi plus que jamais d'une tâche multidimensionnelle. C'est une tâche multidimensionnelle qui va conférer au concept de santé toutes ces lettres de noblesse.
C'est aussi la manière idoine de remobiliser les personnels de santé en leur faisant toucher du doigt l'immensité de leur mission. Il faut donc procéder à un redimensionnement du profil du médecin. Et donc, c'est le point nodal de la réforme des études médicales et il faudra obligatoirement, lorsque vous réfléchirez sur le contenu de cette réforme, eh bien, il va falloir tenir compte de tout, parce qu'il va falloir confectionner une architecture pédagogique, créer des modules qui doivent intégrer beaucoup de choses, c'est-à-dire la sociologie, l'économie de la santé, la psychosociologie, il y a beaucoup de modules qui doivent être insérés. D'ailleurs, le détail, ça appartiendra donc au travail des commissions. Et bien sûr, si vous avez des avis à donner, et toutes vos propositions seront les bienvenues pour qu'elles soient mises en application. Donc, il faut donc un redimensionnement du profil du médecin avec tout ce que cela implique comme mesure à prendre concernant le cursus de formation initiale, concernant les stages, concernant l'architecture pédagogique et même concernant sa formation continue. Tout ceci pour dire qu'il est donc impératif de tenir compte de l'évolution des choses, de tenir compte de l'état actuel des données. Il faut donc faire une sorte de benchmark pour voir un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça a été fait, mais il faut réactualiser cette étude. Et donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur fait appel à l'ardeur et à l'abnégation des acteurs de l'enseignement de la médecine afin de revenir à la charge pour parachever le projet de réforme. Je suis persuadé que les débats que suscitera le thème autour duquel vous êtes réunis seront les plus intéressants. Vos propositions seront certainement prises en compte par votre département de tutelle. Et nous allons donner donc, la possibilité d'intervention des différentes facultés de médecine à travers les enseignants, à travers les étudiants et aussi les enseignants. Et on donnera au début la parole aux enseignants et on commencera par, on va donner pour chaque faculté de médecine 3 interventions. Oujda, Marrakech, Casablanca, Rabat et Fès. Et bien sûr, s'il y a des enseignants qui veulent intervenir, bien sûr, ils seront bienvenus. Donc on commence par, et bien sûr, Nadel Kalima, mon secrétaire de la Commission nationale des étudiants de médecine, Nadel Kalima, ceux qui veulent intervenir, 3 personnes, et vous avez 2 minutes. Donc on prend la liste et après on va répartir. On commencera chaque. Pour les étudiants d'Oujda. Avant de commencer, on dit que je pense qu'on est le 8 mars. Je veux saluer la femme marocaine. La femme Alors, vous avez 2 minutes pour chaque intervention. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les étudiants et les enseignants qui ont veillé sur l'organisation de cet événement, ce grand événement, de nous avoir donné l'occasion d'assister et de participer à cette discussion. Bien entendu, je ne remercierai jamais assez les invités d'honneur, monsieur le professeur Verhewa, monsieur le doyen, professeur Lodi, bien sûr. Sinon, pour la faculté d'Oujda, si on parle de la qualité de formation, bien sûr, et pour ceux qui, je pense que vous savez déjà, la faculté d'Oujda date de moins de 5 ans, donc c'est une faculté jeune avec tout ce que cela implique. Bien sûr, le fait d'avoir à nos côtés des jeunes enseignants ambitieux et une administration motivée et dévouée nous a permis de bénéficier d'une formation adéquate, pareille à celle de nos collègues des autres facultés de médecine du Royaume. Et ceci malgré les épreuves qu'on a connues et qu'on a pu surmonter durant ces 5 dernières années. Épreuves dont la principale est malheureusement le retard de la mise en service du CHU d'Oujda, se sont pourtant attendu bien par les étudiants que par la population de la région de l'Oriental et qu'on sent qu'il commence à voir le jour, qu'il commence à prendre forme, et ceci principalement grâce aux bonnes volontés et à la bienveillance ministérielle et celle de notre décanat, mais le souci principal des étudiants et des enseignants à la FFPO est le manque d'informations sur les délais d'aboutissement de ce projet. Délai qui conditionnera notre avenir, surtout que le CHR dans lequel on exerce
nos stages hospitaliers, déjà saturés, ne pourra plus accueillir une nouvelle promotion d'externes internes résidents, sans que cela n'affecte profondément l'avenir de la formation des futurs médecins, la FNPE. Donc notre seule requête qu'on a déjà exprimée, qu'on exprimera toujours à M. le ministre de la Santé, c'est d'être informé sur la date exacte de la mise au service du CHU. Merci. بسم الله نريد جميع الطلبه خصوصا الناس تاع الدرس اللي نسهروا على التنظيم ديال هذا الملتقى واللي يسمحوا لنا نتلاقاو مع بزاف ديال الطلبه من المغرب كامل. بما يخص المشكل الكبير اللي في وجده يمكن نطرق له الزميل ديالي اما في الشق اللي كنشاركوا معاه مع جميع الطلبه الا هو نظريه التكوين طول الامد ديالو، وكما يعني الكل انه تكوين تدريب بالاضافه الى كونه طويل الامد هو مكلف ماديا ويصبح كاهل الطلبه والاهل ديالهم. اذا كانت تعويضات نصوص عليها سنه 1993 لا تزال صالحه في هذا الزمن الذي نريد ان يكون فيه تكوين بجوده عاليه. إذا تلف تسمية الطبيب ممكن أن نلقاو الشباب المغربي الحمد لله، ولكن الجودة ديالهم هي اللي كتهمنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما سبقوا أشار الزملاء ديالي كنشكروا منظمة التسويق الطلابي فالتنظيم على هذا اليوم التكويني. أكيد أن واقع تكوين الطبيب هو شيء اللي كيهمنا كطلبة المستقبل. التكوين ديالنا اللي بغينا نشيروا له أنه لحقاش حنا عندنا واحد الهضره ثقه ديال داك التكوين اللي كنلقاوها، واش فقط يحاجوا ادمغه الطلبه ببعض المعلومات اللي ما كنلقاوهاش نهائيا في الواقع المهني ديالنا. اذا كنقراو on a des compétences théoriques qui n'ont pas impliqué le CHU ou malheureusement un CHR de Farabi-Ouza. يعني نتوما كان CHU vous trouvez le mot, alors vous pouvez imaginer un CHR c'est encore plus pire. السلام عليكم. اولا اشكر منظمه الجيل الطلابي التي سيرت على تنظيم الملتقى الوطني اللي يمكن جميع طلبه كليات الطب المغرب انهم يلتقيو ويعرفوا ظروف تكوينهم كاملين، ناقلوا التجارب ديالهم. لا انسى ان اشكر السيد العميد كليه الطب نفاس، السيد رئيس الجامعه، ممثلي الحكومه اللي حضروا معنا اليوم. وبكل صدق الكلام اللي قالوه المسؤولين ولات يردني شويه الامل، لانه ولا التواصل بين الشباب وبين المسؤولين يعني تيدل على ان هناك ربما بوادر ديال حسن النيه في الاصلاح التي كان واحد الوقت ربما غادي نفقدوا فيها الامل وغنقولوا الله غالب وغادي نشدوا. وبغيت نتكلم على الطبيب المغربي، هو طبيب يداوي الناس وهو عليل كزار ماشي. وغادي نتكلم على اللائحه بدون نفس نضالي ولا احتجاجي، لان هادشي درناه وليس هذا هو المقام، وانما هذا مقام النقاش الهادف الذي يعني بغينا نخرجوا بريكومونداسيون، نخرجوا بتوصيات اللي غادي تكون فعلا سترى النور على ارض الواقع. بغيت نتكلم غير على بعض يعني نعطي دي فلاش من الواقع ديال التكوين الطبي ديال الطلبه، يعني لي زيتيديون في الميديسين. بغيت نهضر على كيفاش تيدوزو لاكارت. لي تيديون في الميديسين في لاكارت ما عندوش ليتيديون ديالنا ما عندوش ميساج دو روبو، وفاش تيبغي ياكل الغوبا ديالو خصو يخرج مع الاشراف اللي يجيبو من الزنقه وتيتبعوه الكلاب ويقدر يتكريسا ما تنقولش دابا راه ماشي في اطار الشهداويه ولا هذا واقع وقعت لي. خرجت مع الاشراف اللي نجي علاش تبعوني الكلاب؟ جا الله عندي الموضوع هذا واقع حقيقه. وما با دو سال دو كار بحال كاع الناس اللي كاينين لي بروكارديا لي سيكوريتي كلشي عنده سال دو كار، ما عندناش ان غوب. ليكسترناليه عندنا 110 درهم في الشهر، جابت 60 ريال النهار ماشي الساعه.
ريال 3 دراهم إذا قسمناه على شحال تعطينا الساعة 0.16 سنتيم.